dimensionnement des éléments du portique, la flexion composée ou la flexion simple. L'ingénieur doit maîtriser le dimensionnement des éléments du portique puisque c'est très important dans le calcul des structures. Merci encore une fois de plus les amis. Bienvenue sur la chaîne YouTube Jinkunga Tutoriel. Nous allons donc continuer nos séries de formations sur le pack complet formation d'un bâtiment R+10. Ok, donc ce sont des appartements que nous sommes en train de calculer ensemble avec vous. Alors, c'est une formation que nous avons commencé tout au début. Et puis là, nous sommes en train d'évoluer. Aujourd'hui, nous allons donc enchaîner encore une fois de plus le chapitre 3, justement sur le portique. Évidemment, avant d'aller à ce qui est essentiel, j'aimerais encore une fois de plus vous montrer le bâtiment en question. Et donc, le bâtiment que nous sommes en train d'étudier, donc c'est ça, c'est un bâtiment R+10, comme je l'ai dit au début. Ok, donc vous avez tous les éléments nécessaires. Nous avions commencé vraiment tout au début. La première des choses qu'on avait faites, c'était d'abord de vous montrer le plan architectural. Nous avons vu donc les différentes vues en plan, mais aussi d'autres éléments. Le premier chapitre, c'était tout simplement sur la dalle. Le deuxième chapitre, le poutre longitudinal. Et là, nous sommes en train d'achever le troisième chapitre sur le portique. Les amis, j'aimerais vous rappeler encore une fois de plus de vous abonner massivement sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel, ainsi que Académie de logiciels d'ingénieurs pour ne rien rater concernant tout ce que nous publions comme formation. Et de deux, pour tous ceux ou celles qui veulent donc suivre des formations avec Jinkunga Tutoriel, je suis bel et bien disponible. Contactez-moi inbox, que ce soit directement via mes réseaux sociaux, c'est-à-dire les comptes WhatsApp ou carrément les comptes d'email, dont je suis bel et bien disponible afin de vous aider. Alors les amis, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons donc continuer nos séries de formations sur le chapitre 3, lié justement sur le portique. Alors ce que nous allons voir tout à l'heure, ça sera donc le dimensionnement des éléments du portique. Comment l'ingénieur peut donc dimensionner les éléments du portique? C'est très important. Vous voyez, puisque comprenez que déjà tout au début, on avait donc compris ensemble avec vous d'abord le vue en plan. Ok, le vue en plan, donc vous avez très bien maîtrisé le vue en plan. Dans chaque niveau, on avait au total donc 4 appartements. Ok, D à gauche, tout comme D à droite. Et ça, c'est la vue en plan rez-de-chaussée que je vous avais montré tout au début. De l'autre côté, vous avez la vue en plan étage. Vous avez également des appartements. Ok, D à gauche, ça dit D à droite. Ça fait au total 4 appartements. Alors, déjà, vous avez bien maîtrisé, je crois que le dimensionnement à ce qui concerne le premier chapitre de la dalle, comme je l'ai dit, ainsi que le poutre longitudinal. Vous avez maîtrisé ce qu'on appelle le mécanisme des ruptures, le plan des mécanismes des ruptures, mais aussi le plan des poutraisons. Alors maintenant, à ce qui concerne le dimensionnement des éléments du portique, quels sont les éléments importants à calculer ou à dimensionner? Et donc, les amis, je pense que nous allons voir ça ensemble avec moi. Restez connectés et puis abonnez-vous. Ne quittez pas la chaîne car il y aura également d'autres types de formations que je vais poster à bientôt, très importantes qui pourra également vous aider aussi. Alors, si vous êtes prêts, les amis, je pense qu'on peut aller directement à ce qui nous concerne. Salut mes très chers amis, bienvenue sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel ainsi que Académie des logiciels d'ingénieurs et grandissons ensemble. Alors, comment dimensionner les éléments du portique? La première des choses, nous allons voir le point 3.9.1 concernant justement la flexion composée. C'est quoi la flexion composée? Nous allons lire ensemble avec moi. Alors, ce qu'il faut comprendre, la flexion composée est fonction justement ici, pour notre cas ici, donc la sollicitation la plus prépondérante étant la flexion composée, c'est-à-dire l'étude de la flexion composée est relativement simple du point de vue structure ou également du point de vue strictement,
théorique, mais devient de plus en plus rapidement complexe lorsqu'on le veut développer, par exemple, les calculs justifiés, ok, donc les raisonnements et le formule de travail. Alors, pour cette raison, la présente partie bornera justement à l'étude des sections rectangulaires, ce qui est dans le cas le plus courant, et on exposera le principe des raisonnements et les formules auxquelles on aboutit. Donc, c'est comme ça que nous allons procéder actuellement. Alors, le point A, nous allons voir maintenant les sollicitations à considérer. Quelles sont les sollicitations que nous allons considérer pour les dimensionnements des éléments du portique? Alors, vous avez ce qu'on appelle premièrement une action ou une section d'abord est soumise en flexion composée. OK? C'est très important de bien maîtriser ça puisque c'est à fonction de ça que vous aurez une idée claire à ce qui concerne les dimensionnements. C'est comme je viens de le dire ici, la flexion composée. Nous avons lu exactement cet énoncé pour essayer un peu de nous préciser et directement donc ce que nous allons faire. Mais le deuxième point, c'est-à-dire le point A ici, concernant maintenant la sollicitation à considérer ici. Premièrement, nous avons, comme je viens de dire tout à l'heure, une section est soumise à la flexion composée lorsqu'elle subit. Le premier point, un effort normal N appliqué à son centre de gravité G0 et un moment de flexion MG, ok, par rapport justement à G0, c'est-à-dire par rapport au centre de gravité ou bien. Le deuxième point également, ou bien un effort normal N excentré, ok, un effort normal N excentré par rapport au centre de gravité G0 d'une quantité E, le moment induit volant justement alors mg égale à N multiplié par E qui représente tout simplement l'excentrement. Alors selon bien sûr les cas, la section sera tout simplement entièrement ou partiellement comprimée ou tendue. Alors, on notera tout simplement ce qui suit. On notera dans la suite alors donc les L ici. Le L va représenter tout simplement la longueur réelle de la pièce. Tandis que le LF va représenter la longueur du flambement de la pièce. Et le E1 représente l'excentricité, c'est-à-dire dite du premier ordre de la résultante des contraintes normales, avant justement l'application des excentricités additionnelles définies ci-après. Parmi les excentricités additionnelles définies, vous avez ce qu'on appelle l'excentricité E2, c'est-à-dire l'excentricité additionnelle, traduisant tout simplement les imperfections géométriques, ok, initiales, justement après exécution. Le EA, l'excentricité dit justement aux effets du second ordre liés à la déformation de la structure. Vous avez donc les sections soumises à un effort normal de compression doivent être donc justifiées vis-à-vis de l'ELI, c'est-à-dire état limite ultime, de stabilité de forme en remplaçant justement l'excentricité réelle. C'est-à-dire le E1 sera maintenant égal à M, c'est-à-dire le moment multiplié par G sur NU, en flexion bien sûr composée pour une excentricité totale des calculs. Donc, c'est-à-dire, pour avoir maintenant l'excentricité globale ou totale, on aura tout simplement le grand E, c'est-à-dire le E sera égal à E1 plus le EA et puis plus le E2. Alors, avec maintenant le EA qui sera calculé par cette formule ici, donc on aura donc le M max, ok, sera égal à 2 cm et puis 1 sur 250. Et puis le E2 sera égal à 3 multiplié par la longueur des flambements au carré sur 10 000 multiplié par la hauteur, multiplié par 2 plus alpha multiplié par le diamètre. Alors, où les alpha ici maintenant sera fonction de quoi? Donc, ça sera tout simplement le M permanent sur le M permanent plus le M d'exploitation. Ou encore, le alpha sera égal à 10 multiplié par 1 moins le MU sur 1,5 multiplié par le M sœur. OK? Alors, le diamètre ici va représenter quoi? Ça va représenter ce qu'on appelle tout simplement le rapport de la section, OK? Le rapport de la section déformation finale dit justement au fliage, à la déformation instantanée sous la charge considérée. Et donc, ce rapport est également, OK, pris égal à 2. Alors, notez bien, concernant maintenant ce point ici, il faut savoir que les excentricités additionnelles sont bien entendu à prendre dans la direction la plus défavorable. OK? C'est très important puisque
Dans le dimensionnement, l'ingénieur ne peut pas donc zapper cette étape. L'ingénieur doit toujours calculer ou dimensionner dans les cas les plus défavorables pour être beaucoup plus en sécurité. Alors là, moi j'aime beaucoup plus dire que la sécurité ne peut pas faire de manière à ce que l'ingénieur puisse bafouer aussi l'économie pour ne pas rater des marchés. Alors, en particulier ici maintenant, si le moment appliqué a comme axe l'axe d'inertie maximale de la section, par exemple pour les cas général, alors le point B maintenant, vous allez voir donc la marche à suivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier point ici, alors on calcule d'abord ce qu'on appelle l'effort de compression centré maximal, supportable justement par le béton, c'est-à-dire le MB max sera égal à B multiplié par la hauteur H multiplié par le FBI. OK? Et le deuxième point, maintenant, on calcule les coefficients de remplissage, OK, dans le phi 1, qui est justement égal au rapport entre l'effort normal réel et la valeur ci-après. C'est-à-dire, les coefficients de remplissage sera fonction de quoi? Donc, c'est juste question de prendre l'effort normal, le NI, sur le nombre, c'est-à-dire le NB max, qui sera justement égal à NI sur B multiplié par H multiplié par le FBI. Alors là, maintenant, on compare directement les coefficients de remplissage ici. Donc, le phi 1 sera justement égal à 0,81. Alors, il y a des conditions à respecter ici. Si par contre que le coefficient de remplissage, le phi 1, est inférieur ou égal à 0,81, alors là, on détermine donc l'excentricité critique relative psi. Alors, pour les cas où le coefficient de remplissage, le phi 1, est inférieur à 2 tiers, ok? C'est-à-dire que le phi sera égal à 1 plus racine carrée de 9 moins 12 multiplié par le coefficient de remplissage 1 sur les 4 tiers plus racine carrée de 9 moins 12 multiplié par le coefficient de remplissage dans le phi 1. Alors, si par contre que pour le coefficient de remplissage 1 supérieur ou égal à 2 tiers, là, ça dit que le phi sera égal à 3 multiplié par le coefficient de remplissage 1 moins 1 multiplié par 1 moins coefficient de remplissage sur 4 multiplié par le coefficient de remplissage. Vous voyez, donc ce sont des conditions à respecter. Alors là, maintenant, on calcule justement l'excentricité, le ENC, qui sera égal à phi multiplié par la hauteur H. Alors, aussitôt que cela est fait, eh bien, vous êtes obligés également de vérifier maintenant donc, la deuxième condition. Si par contre que l'excentricité sort inférieure ou égale à ENC, c'est-à-dire là, on peut dire directement que la section est entièrement comprimée. C'est-à-dire que l'ELI n'est pas justement atteint. C'est-à-dire l'état limite ultime n'est pas atteint. Donc là maintenant, on place tout simplement un pourcentage minimal d'armature identique à celui du poteau, ok, ou des poteaux. C'est tout simplement le principe. Donc si et seulement si que l'excentricité sort inférieure ou égale à ENC, donc là la section est entièrement comprimée et c'est-à-dire l'ELI n'est pas du tout atteint. Pour ce genre de cas, on place un pourcentage minimal d'armature identique à celui de poteau. Mais tandis que si l'excentricité sort supérieure à ENC, c'est-à-dire là maintenant la section est partiellement comprimée. Et l'ELI peut ne pas être atteint. Ça peut être atteint ou pas. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut directement dire que l'effort est faible. Vous voyez? Mais tandis que si, après calcul, vous trouvez le coefficient de remplissage sort supérieur à 0,81, donc là, maintenant, vous êtes obligé de, de déterminer, c'est-à-dire on détermine directement les coefficients X. OK? Donc, c'est-à-dire que le coefficient X serait égal à 0,5 moins D' sur H, moins coefficient de remplissage 1, multiplié par le 0,5 moins 2' sur H, moins l'excentricité sur H, et au niveau des dénominateurs, maintenant, vous aurez le 6 sur 7 moins 2' sur H. Alors, maintenant, en faisant justement l'approximation, c'est-à-dire le 2' égale à H sur 10, et avec phi égale à l'excentricité sur H, le coefficient X se simplifie en raison justement de X égale à 1,32, multiplié par le 0,4 moins phi. OK? Maintenant, après avoir calculé, si on trouve, c'est-à-dire le X sort supérieur ou égal à 0,19, là maintenant la section est partiellement comprimée. Mais tandis que si 0 est inférieur ou égal à X, inférieur ou égal à 0,19, là la section est entièrement comprimée. Donc, et il n'y a pas besoin donc d'acier inférieur, c'est-à-dire les AS. Mais seulement,
d'acier supérieur, les AS'. OK? Maintenant, pendant l'exécution, généralement, l'ingénieur peut placer quelques armatures de contraction, raison justement d'uniformisation. Mais si par contre que X sort inférieur à 0, c'est-à-dire que là maintenant la section est entièrement comprimée et il y a besoin d'acier inférieur à S ainsi que d'acier supérieur. Donc là, vous êtes obligé de placer les armatures supérieures tout comme les armatures inférieures. Alors, concernant maintenant les dimensionnements des sections entièrement comprimées, c'est-à-dire le point B1, ici, c'est-à-dire quoi? Le point B1, 1. Alors, si 0 est inférieur à X, inférieur ou égal, donc si 0 est inférieur ou égal à X, inférieur ou égal à 0,19, c'est-à-dire que les aciers inférieurs à S sont inutiles, c'est-à-dire que les aciers supérieurs, OK, à S', c'est calculé de la manière suivante. C'est-à-dire là maintenant on calcule premièrement ce qu'on appelle la contrainte de compression de ces aciers. On aura donc on va les calculer de la manière suivante, c'est-à-dire avec des armatures des armatures FE égales à 400 mégapascales, avec la contrainte SC' qui serait égale à FE sur gamma S égale à 348 mégapascales. Avec maintenant des armatures H, donc haute adhérence FE égale à 500 mégapascales, là maintenant il y a des conditions. C'est-à-dire si déjà X sort supérieur ou égal à 0,004, là vous aurez donc la contrainte SC' sera égale à FE sur gamma S. Là, la valeur que vous allez utiliser pour la contrainte SC', ça ne sera pas les 348 mégapascales, mais néanmoins, vous allez travailler avec donc la contrainte de 435 mégapascales, d'autant plus que X sort supérieur ou égal à 0,004. Mais tandis que si X est inférieur à 0,004, là, c'est-à-dire que la contrainte S' sera égale à 400 plus 526 racine carrée de X mégapascales. Alors, comment maintenant vous allez calculer rapidement la section AS'? C'est-à-dire que vous aurez tout simplement l'effort normal NI moins 1 sur X multiplié par le B, multiplié par H, multiplié par le FBI, le moment réduit, sur la contrainte S'. OK? Les AS déjà sera égal à 0. Donc, maintenant pour la deuxième condition, le B en 2, si X est inférieur à 0, là donc, c'est-à-dire qu'on appelle dans la contrainte S2', la contrainte de compression des aciers inférieurs et supérieurs, correspondant justement à une déformation de 0,2% pour les cas de béton au pivot C. Là maintenant, il y a des conditions également. Pour les hautes adhérences FE 40, c'est-à-dire que vous aurez la contrainte S2' sera égale à FE sur gamma S. La valeur à considérer, ça sera tout simplement le 348 mégapascales. Mais pour les cas où vous avez dans le haute adhérence le E 500, là, c'est-à-dire que la contrainte SD' sera égale à ES multiplié par le phi S' qui sera égal à 400 mégapascales. Ça sera donc supérieur par rapport à 348 mégapascales. Alors, concernant maintenant ces aciers d'armature, alors ces sections d'armature valent justement à déformer ici après. Vous aurez donc le ES' sera égal à NI multiplié par 2 moins H sur 2 plus l'excentricité E moins le B multiplié par H multiplié par le FBI multiplié par le 2 moins H2 sur le 2 moins 2' multiplié par la contrainte S2'. OK, là c'est pour trouver la section AS'. Maintenant, pour trouver la section AS, là vous allez prendre tout simplement l'effort normal NI moins la base B multiplié par H multiplié par le FBI, c'est-à-dire le moment réduit, sur la contrainte S2' moins les AS que vous allez calculer déjà ici. Alors, le point B2 maintenant, le dimensionnement des sections partiellement comprimées. Le deuxième cas. Alors, pour le deuxième cas ici, on calcule tout simplement un moment de flexion fictive. Le moment de flexion fictive sera calculé comme suit. Vous aurez donc le moment FI plus l'effort normal FNI multiplié par 2 moins H sur 2 qui sera égal à NI multiplié par E plus 2 moins H sur 2. Alors là maintenant on calcule les armatures de la section étudiée soumise justement à une flexion simple, justement de moment M fictive. OK? Alors après avoir calculé, on obtient deux cas. Vous avez premièrement le cas échéant justement d'une section d'acier comprimé, AS'. Le deuxième cas, une section d'acier tendu, AS fictive. Alors là maintenant, la section réelle d'acier comprimé est donc la section trouvée ci-dessous.
ça sera justement donc la section réelle d'acier tendu vaut justement le AS sur le AS fictive moins le MI sur la contrainte F, la contrainte ST. Alors, cette dernière quantité peut être négative et donc on prend alors comme section AS la section minimale imposée par la règle du millième et par la règle des non-fragilités. C'est-à-dire le AS supérieur ou égal à M max, ok, donc le M max multiplié par, ça sera donc multiplié par le B multiplié par H sur 1000 avec le 0,23.B multiplié par 2 multiplié par le FT28 sur le FE. OK? Donc, c'est vraiment simple. Donc, aussitôt que vous avez tout fait, là, c'est déjà bon. Alors, maintenant, je peux continuer. Le point 392. Détermination des sections d'armature dans les poteaux. Alors, concernant déjà la procédure ici, la structure étant comprimée de plusieurs poteaux, soit 38 poteaux, ok, en général, donc justement par niveau, et 418 poteaux dans l'ensemble de la structure. Bien sûr, c'est après avoir compté. Ok, donc nous dimensionnons et donc le poteau le plus sollicité. Alors, pour notre cas ici, le poteau le plus sollicité, nous allons faire donc le dimensionnement à ce qui concerne le poteau le plus sollicité du premier, du quatrième, du sixième et du neuvième niveau. Et ces armatures seront justement générées automatiquement dans tous les autres poteaux du niveau considéré. Alors, ci-dessous, dans le but de simplifier et d'uniformiser le calcul, et bien plus encore dans le souci de faciliter la mise en œuvre. Alors, regardez maintenant le point 3921. Comment l'ingénieur peut donc calculer ce qu'on appelle les armatures longitudinales? OK? Suivez-moi très très bien. Là, c'est très très important. Comment l'ingénieur sera donc à mesure de calculer les armatures longitudinales? Et donc, les amis, merci déjà jusque-là. Merci donc de votre disponibilité. Alors, je crois que concernant cette leçon, l'idéal serait d'arrêter ici pour éviter de manière à ce que la vidéo soit très très longue. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, vous ne serez jamais déçus. Nous allons continuer donc, je crois que ça sera donc la 19e partie ou leçon. Nous allons voir tout à l'heure là, raison de mettre tout ce que nous sommes en train de faire ensemble avec vous pour que vous puissiez bien maîtriser les calculs des structures à la main. Les amis, merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.